Il y a des deux poids deux mesures évidents dans la violence verbale. On parlera ensuite peut-être de la violence sociale en fait que représente leur politique. Mais même en mettant de côté le fait que en fait couper les droits des gens au chômage, faire travailler les gens de 2 ans de plus, c'est hyper violent. Mais dans la violence verbale, la députée de La République En Marche, Anne-Laurence Pétel, qui traite Louis Boyard de collabo pour avoir publié une liste. Ça, c'est élégant peut-être. Hein, le député qui s'est excusé d'ailleurs du Modène, Fuchs, qui fait le lien entre les paroles des députés de la France Insoumise et le terrible assassinat de Samuel Paty, ça c'est autorisé. Le problème, c'est que derrière, vous offrez sur un plateau la possibilité au gouvernement de se victimiser et surtout de dire regardez la LFI, la NUP, etc. Ils sont complètement excessifs, etc. Et vous faites un double cadeau, c'est que de l'autre côté, vous avez qui ? Vous avez les néofascistes du Rassemblement national qui se font les parangons de la vertu, etc. Donc moi je parle vraiment d'un point de vue stratégique. Et on accueille Mathieu Slama, essayiste, et Paul Hellec, doctorant et ancien attaché parlementaire. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, la bataille des retraites est loin d'être gagnée pour la Macronie. La guerre, si je peux filer la métaphore, se déroule d'ailleurs sur 2 fronts, le front de la rue et le front parlementaire. Emmanuel Macron se sortira-t-il de cette tenaille à l'Assemblée nationale, en tout cas, où la réforme des retraites est débattue en ce moment? L'ambiance est électrique. Les députés s'affrontent à coups de milliers d'amendements, d'envolées lyriques et de petites phrases incendiaires et assassines, avec des stratégies radicalement différentes d'un groupe à l'autre. Dépôt massif d'amendements pour la NUP, c'est notamment la LFI, motion de censure pour le RN, atermoiement pour les LR et enfin, du côté de la majorité, on dégaine l'article 47.1 de la Constitution qui va mettre fin au débat demain soir. Nous allons décrypter ce jeu d'échecs parlementaire avec donc 2 fins connaisseurs de la scène politique. Cette manifestation, on entend pas mal dans les médias mainstream parler d'essoufflement. Est-ce que vous partagez cette analyse ? À ma droite, peut-être, Paul Hellec. Non, pas vraiment. En fait, il y a des conditions particulières. C'est une journée isolée. Il y a la moitié du pays qui est en vacances. Il y a des gens qui se réservent pour le 7 mars, qui va être le moment clé du basculement où ça va se jouer, y compris avec 7 mars et plus. C'est l'objectif, en tout cas, d'un certain nombre de centrales syndicales dans des secteurs spécifiques. Donc, non, je pense que c'était très encourageant et que c'était la discussion que tout le monde avait dans les cortèges, comme le disait tout à l'heure Nathalie Arthaud, et je partage cette analyse. Et vous, Mathieu Slama, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ? On vous avait déjà reçu, on avait parlé ensemble de cette mobilisation. J'étais plutôt, moi aussi, sceptique comme vous. En fait, si on prend depuis le départ du mouvement, des manifestations, etc., je crois que c'est le plus large mouvement depuis 30, 40 ans. Enfin, c'est totalement inédit et je pense qu'il faut quand même qu'on répète, qu'on redise en tout cas qu'on assiste quand même à quelque chose d'assez historique du point de vue de l'histoire sociale et du point de vue des mouvements sociaux, à un moment où les mouvements sociaux semblaient s'essouffler, avec notamment depuis les Gilets jaunes, où on avait l'impression que ça prenait plus, qu'il y avait une sorte d'empathie dans le pays. Donc déjà, je trouve qu'on vit un moment historique, moi, personnellement, et qu'il y a pas mal de journées de mobilisation, et que c'est normal qu'il y en ait certaines qui soient moins suivies. Surtout là, c'est des grèves, et les grèves, ça coûte de l'argent, et donc forcément, on n'est pas le week-end en plus, etc. Donc moi, je pense qu'on est en plein dedans, et qu'il n'y a pas d'essoufflement. Et même ce qui est intéressant, c'est que dans l'opinion, l'opposition s'accroît. Je crois que c'est, je sais pas, je crois que c'est près de 80%, en tout cas entre 70 et 80% de Français qui sont opposés à cette réforme. Ce qui est énorme, c'est une réforme dont personne ne veut. C'est inédit dans notre histoire récente, une réforme d'une telle ampleur qui est rejetée par la quasi-totalité des Français. C'est quand même, ça aussi, c'est historique. Et puis également, un autre chiffre qui est que je crois que c'est plus de 50% des Français qui seraient favorables à un blocage du pays. 60%. Marcel nous disait 60%. Voilà, 60% qui sont à un blocage du pays, c'est-à-dire vraiment à des mouvements d'une ampleur extrêmement importante. Donc je pense qu'on est dans une configuration où c'est les Français contre le gouvernement. Et c'est juste là, je pense, où tout se joue, c'est que, au fond, je pense que Emmanuel Macron ne s'attendait pas à une telle opposition, mais il savait. Il savait que c'était une réforme qui allait déplaire à une majorité de Français. Et je pense que tout le problème qu'on a, c'est que Emmanuel Macron il veut être le Thatcher en France. Il veut être celui qui a cassé
les mouvements sociaux, celui qui a réformé la France contre elle-même. Je pense que fondamentalement, si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas qu'il y a cet enjeu-là derrière, qui est un enjeu de pure communication, mais il va être celui qui a fait ce que ses prédécesseurs n'ont pas su faire, il va être celui qui a imposé à la France des réformes qu'il juge nécessaires, etc. Et je crois que c'est ça l'enjeu majeur, c'est d'arriver, malgré cette volonté de absolument ne pas écouter, parce qu'il s'en fiche complètement, au contraire. Je pense que pour Emmanuel Macron, le fait qu'il y ait énormément de monde contre cette réforme, ça prouve qu'elle est bonne. Vous savez, c'était François Fillon, je crois, qui avait dit une fois, quand il avait encore un rôle politique, et puis après je m'arrête, pardon, je suis trop long, mais il avait dit, si vous faites une réforme et qu'il n'y a pas 2 millions de personnes dans la rue, c'est qu'elle n'est pas bonne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas non plus penser que c'est parce qu'il va y avoir tout le temps des mouvements, etc., que ça va... Il y a quelqu'un de très, très déterminé en face. Voilà. En tout cas, lui, le gouvernement, il est pris en étau entre une rue qui se mobilise bien au-delà des espérances et des oppositions à l'Assemblée, qui sont bien décidés à ne pas se laisser faire, ce qui met dans un embarras certain la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. On l'écoute au micro de RTL. Yaël Braun-Pivet, est-ce que l'Assemblée nationale n'est pas devenue ingérable ? Ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment, c'est grave. C'est grave parce que on démontre depuis une semaine que, à cause de quelques-uns, nous ne sommes pas capables de mener un débat démocratique à la hauteur des attentes des Français. Aujourd'hui, quelques-uns sont les députés insoumis, pour être très clair ? Très clairement, oui. On a un groupe de députés insoumis, évidemment pas tous, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, mais très clairement, on a une stratégie qui est mise en place par un groupe politique d'obstruction, de prise à partie personnelle, de guérilla parlementaire, d'agressivité, d'invective, parfois d'injures. Vous avez entendu hier le mot assassin prononcé à l'encontre d'un ministre qui est au banc, un ministre de la République. Alors, comme le prétend Yaël Braun-Pivet, est-ce que tout est de la faute de la France insoumise, Paul Hellec ? Déjà, sur la question du blocage, ce n'est pas la France insoumise qui a décidé de prendre une procédure expéditive, de ne pas siéger le week-end, de refuser, alors que le Parti socialiste l'avait proposé, de reporter la niche parlementaire du Parti socialiste pour pouvoir continuer de débattre de la réforme. Et donc, la volonté de passer en force, c'est-à-dire cette procédure, c'est non seulement d'expédier le débat à l'Assemblée en 20 jours, c'est le 47-1, là, mais d'aller au Sénat, et puis ensuite, potentiellement, d'adopter le texte par ordonnance. Donc, le passage en force sans discussion, là, c'est quand même très explicite dans la procédure. Et puis, on voit bien qu'en fait, ces gens-là sont des menteurs. Ils ont menti sur les 1 200 €. On commence à le voir dans l'espèce vraiment d'échec de la communication du gouvernement qui disent alors finalement c'est 40 000 €. Aujourd'hui, on apprend que 40 000 personnes, donc 5% des retraités. Puis finalement, on apprend que ce chiffre sort de nulle part. Le directeur de la Sécurité sociale, interrogé par Jérôme Gage, dit non, nous, on n'a rien dans l'étude d'impact. On ne sait pas d'où ça vient. Ils ont menti. De toute manière, en permanence, il y a des cris d'Orphée, des moments où il y a des gestes d'indignation, mais qui ne valent rien. Parce qu'il y a des 2 poids 2 mesures évidents dans la violence verbale. On parlera ensuite peut-être de la violence sociale en fait, que représente leur politique. Mais même en mettant de côté le fait que, en fait, couper les droits des gens au chômage, faire travailler les gens de 2 ans de plus, c'est hyper violent. Mais dans la violence verbale, la députée de La République En Marche, Anne-Laurence Pétel, qui traite Louis Boyard de collabo, pour avoir publié une liste. Ça, c'est élégant, peut-être. Le député qui s'est excusé, d'ailleurs, du Modène, Fuchs, qui fait le lien entre les paroles des députés de la France Insoumise et le terrible assassinat de Samuel Paty, ça, c'est autorisé. Aurore Berger, qui vient faire la guerre à Louis Boyard, pareil, parce qu'il a publié les noms d'un scrutin public, encore une fois, alors qu'elle-même, en août, l'année dernière, sur le projet de loi pouvoir d'achat, elle a publié les noms des députés LFI pour leur dire « Regardez, vous serez responsables de ne pas avoir voté cette loi dite pouvoir d'achat ». Donc voilà, on est dans le 2 poids 2 mesures, dans l'hypocrisie, le mensonge, c'est hallucinant, et c'est simplement parce que ça montre leur fragilité, en fait. Ils considèrent comme insupportable le fait d'être remis en cause. Ils ont l'habitude du quinquennat précédent, où ils passaient toutes les réformes en votant d'une seule manière, tous au garde à vous, et du coup, voilà, ils n'acceptent pas, c'est une caractéristique de la Macronie, on n'accepte pas qu'on puisse être contesté. Et ça, c'est l'arrogance de la domination. Et quand on a à court d'arguments, on diabolise l'opposition. Mathieu Slama. Oui, alors, je suis sans doute moins spécialiste que vous sur toutes les procédures parlementaires, etc. Mais de l'extérieur, moi, je suis absolument effaré, choqué du fait qu'un texte aussi important
dont les implications sont aussi énormes, l'impact sur les vies humaines, sur les gens, est si grave, si fondamental, qu'un texte aussi grave soit passé dans une procédure où, en gros, en séance, c'est 10 jours à l'Assemblée. Sans les week-ends, etc. Voilà, c'est 10 jours, et même encore hachés, à l'Assemblée pour décider de 2 années supplémentaires pour les Français, dont certains, ça veut dire détruire des vies, ça veut dire même éventuellement pour certains ne même pas connaître la retraite. Enfin, donc là, il y a quelque chose qui est absolument anormal, et je crois qu'il n'y a aucun texte qui oblige d'ailleurs un gouvernement à mettre des délais aussi serrés. Donc là, il y a une violence incroyable qui est faite à la fois aux Français et qui est faite aussi à la représentation nationale. Et donc, de ce point de vue-là, par rapport à ce mépris, qui en plus est un mépris d'autant plus grand qu'il y a quoi à discuter. Il y a quoi à discuter ? Il n'y a rien à discuter, puisque enfin, moi, ce texte, moi, je le connais pas en détail, mais la seule chose qui m'importe, moi, c'est les 2 années. Et il y a rien, c'est pas négociable, ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a à discuter au Parlement ? Il n'y a rien à discuter. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce mépris-là, bah forcément, d'une part, vous avez la montée de la colère dans le pays. Voilà, et je suis même étonné que ça se passe aussi bien dans les cortèges, vu le mépris que se prennent les Français, mais surtout, forcément, l'opposition se met en colère. Alors, sur ce point-là, juste très rapidement, oui, moi je suis d'accord avec vous. De quoi on parle ? Enfin, je veux dire, oui, il y a des mots qui sont maladroits. Moi, j'avoue qu'il y a des trucs que je n'ai pas trouvé très intelligents. Voilà, mais bon, ça fait partie du jeu parlementaire. Ça a été longtemps ça. La Troisième République, moi, on a tous les comptes rendus des séances de l'Assemblée à cette époque. C'était autre chose. C'était une violence bien plus grande. Donc moi, ça me choque pas en tant que tel. Ça fait partie du jeu parlementaire. Mais je veux dire, de quoi on parle là aussi ? Je veux dire, c'est le projet qui est d'une violence incroyable. Et puis d'autre part, encore une fois, quand vous avez un gouvernement qui dit contre 80% des Français, je vais tenir bon et je ne vous écoute pas, la violence, elle est là, quoi. Ouais, au fond, où est la véritable guérilla parlementaire ? Où est la véritable violence ? Est-ce qu'elle est dans le dépôt massif de 20 000 amendements ou bien dans la volonté du gouvernement de passer en force en utilisant l'article 47.1 de la Constitution, Paul Hellec ? Sans compter le fait que, encore une fois, ces gens-là sont les mêmes qui ont frapper des manifestants, envoyer des flics pour frapper des manifestants, gazer, mutiler des gens, qui en plus d'une politique violente socialement, mais d'une extrême violence, destruction des statuts du travail, destruction de tous les acquis du mouvement ouvrier, plus répression violente, et on l'a vu avec un niveau qui a choqué. C'est-à-dire, on a commencé à parler de façon massive de violence policière parce qu'il y avait des manifestants, des classes populaires blanches du périurbain qui se faisaient taper, alors qu'on savait que dans plein de quartiers c'était une réalité quotidienne. Mais enfin, on a été obligé d'en parler parce qu'ils ne pouvaient plus le cacher de manière systématique, comme c'est fait, en mettant sous le tapis le fait que, si c'est dans certains quartiers de façon isolée, on fait semblant de ne pas regarder. Vraiment, la violence, elle est en permanence. C'est simplement que en permanence, ils ont pour but de s'accaparer un espèce de monopole de la bienveillance, de la bienséance. Et en fait, cette politique violente, là, ça pète, parce qu'il n'y a personne qui veut faire semblant de jouer le jeu en face. En tout cas, on a suivi, ici aux médias, les sanctions prononcées contre Thomas Porte, qui a été exclu 15 jours de l'Assemblée nationale pour avoir posé le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Aurélien Saint-Toul, qui a qualifié Olivier Dussopt d'assassin. C'est peut-être de ces propos-là que vous visiez, Mathieu Slama. En tout cas, les propos de Saint-Toul ont choqué jusque dans les rangs de la NUP, si on regarde le député communiste André Chassaigne. Je tiens à dire à quel point nous sommes choqués par les propos qui ont été tenus, et j'ajouterai à titre peut-être plus personnel, que je me sens blessé, même humilié, je le dis. Tenir de tels propos est absolument inacceptable. Mathieu Slama, est-ce que vous trouvez l'attitude des députés Porte et de Saint-Toul défendable, et en tout cas, est-ce que vous trouvez que leurs sanctions, l'extension de la rencontre sont justifiées ? Moi, sur le fond, je vais être très honnête. Moi, je trouve que c'était idiot.
ce qu'ils ont fait, parce que surtout c'est des erreurs stratégiques. C'est-à-dire que, je veux dire, on est en train de gagner, en tout cas la bataille de l'opinion, clairement. Il y a une bonne dynamique et en fait c'est des erreurs de communication. Voilà. Moi c'est comme ça que je le vois, c'est des erreurs de communication. C'est pas malin. Moi je pense que le ballon, bon, c'est une blague potache. Il faut pas en faire non plus ce que ça n'est pas. Hein. C'est une blague potache, c'est pas un appel à la décapitation. J'ai entendu des choses. Je crois que vous disiez là une comparaison avec Samuel Paty qui est délirante. Donc ça c'est grotesque. Et pareil, assassin, etc. C'était une sorte de comment dire d'hyperbole qui était liée à voilà le fait que en tout cas qui était liée au fait qu'il y avait des politiques qui avaient été menées qui avaient été désastreuses et factuellement sur les conditions de travail et sur les accidents au travail. Donc ça c'est une chose. Maintenant il faut quand même prendre un peu de recul. Je crois que la sanction qui a été prononcée contre Thomas Porte, elle est équivalente à la sanction qui a été... Donc c'est la sanction maximale. Exclusion 15 jours de l'Assemblée. Voilà, qui est équivalente à la sanction qui a touché ce député RN qui a tenu ce propos raciste à l'Assemblée qui retourne en Afrique. Donc là, non seulement on a une espèce d'équivalence effrayante, mais qui est très stratégique de la part de la majorité, qui est de dire... Vous savez, c'est leur grand truc, c'est le RN et LFI, les mêmes extrêmes, etc. Donc déjà, c'est très stratégique. Mais d'autre part, ça participe à la banalisation du racisme et puis du RN de manière générale, en mettant dans une équivalence des choses qui n'ont rien à voir. Donc, en fait, il y a une espèce d'instrumentalisation de ces débats qui est, je trouve, très, très cynique. Mais c'est aussi à la gauche, et là, je reviens à la propos initiale, de ne pas faire ce genre d'erreur. Je veux dire, il y a des Français derrière eux, et pas seulement de gauche d'ailleurs, mais il y a vraiment la majorité des Français derrière eux, et je pense qu'il faut être extrêmement stratège dans ce combat. Et ce qui, moi, me réjouit un peu dans cette histoire, quand même, derrière ce débat, parce que je pense que finalement, cette réforme de retraite, c'est une bonne chose. Parce que d'abord, je pense que Macron a définitivement perdu l'opinion. Enfin, je pense qu'il y a une vraie rupture qui s'opère, là, actuellement. Et je pense qu'avec ce jusqu'au-boutisme, cette violence, ce mépris, cette surdité totale, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Et vous parliez juste avant de la jeunesse. Et je pense que, par exemple, Macron a perdu les jeunes. Ça, je pense que c'est absolument définitif là-dessus. Et que ça, c'est peut-être quelque chose qui doit nous amener à être un peu optimistes pour la suite du quinquennat, au sens où là, il y a maintenant une opposition au sein de l'opinion, etc., qui est très forte. Et la deuxième chose, vraiment en un mot, désolé, je suis trop long, mais... ce dont je me réjouis aussi, c'est qu'on parle des vrais sujets. Alors déjà, on arrête de parler de l'islam, on arrête de parler de l'immigration, on arrête de parler de toutes ces conneries. Darmanin va revenir en force avec sa loi immigration. Il y a une petite pause, il y a cette loi effrayante qui est une loi d'extrême droite, n'ayons pas peur des mots, mais bref. Mais là, on a une respiration et on parle des vrais sujets. Et pour la première fois, depuis très longtemps, on parle des questions sociales, on parle de la question du travail, on parle même de ce qui pour moi est l'enjeu fondamental derrière tout ça, c'est la place du travail dans nos vies. On parle de la souffrance au travail, on parle des dépressions au travail, on parle de toutes les régressions sociales que finalement cette réforme symbolise, parce que cette réforme, c'est le symbole absolu de décennies de réformes néolibérales et de destruction de la République sociale. Voilà. Donc ça, c'est, je trouve, il faut capitaliser là-dessus. C'est-à-dire que là, on parle enfin des vrais sujets, il y a dans l'opinion quelque chose qui se cristallise, et l'enjeu, et je finis vraiment là-dessus, c'est que s'il y a quelque chose qui se passe, et si c'était l'objet de la discussion précédente, si vraiment il y a une victoire qui est gagnée, alors derrière, on peut tout espérer. Parce que ça veut dire que derrière, on peut se mettre à rêver à mettre en échec d'autres aspects du quinquennat Macron. Donc ça, c'est peut-être quelques éléments d'espoir. Effectivement, là, cette violence, on la vit collectivement, ce qui favorise une forme d'unité. Paul Hellec, est-ce que vous pensez également que c'était une erreur stratégique de lancer comme ça des expressions qui forcément allaient heurter et cliver à un moment où l'opinion publique était plutôt acquise? Pour le plaisir de la discussion, j'ai envie de dire non. Non, déjà parce que rappelons pour Thomas Porte qu'il s'agit d'une initiative de la CGT, des inspecteurs du travail, que c'est un chamboule-tout, et que justement, des mots, des fois, sont déplacés, ne passent pas, etc. Des fois, des polémiques prennent et on ne sait pas trop pourquoi ça ne prend pas. 2 jours après, ils ont essayé de faire la même chose avec une effigie d'Elisabeth Borne pendue dans une manif. Et ils ont eu 2-3 déclarations de syndicalistes qui ont dit « vous voyez, ça ne nous choque pas ». Et la polémique n'a pas prise. Et en fait, pourquoi j'ai envie de dire non, c'est que c'est aussi un piège.
les macronistes ont vraiment une habileté particulière, c'est de mettre des lettres de cachet sur des mots, de retirer du pouvoir à des mots. Déjà, ils les démonétisent. Tout veut rien dire, ce qu'on se disait la semaine dernière. La guerre, c'est la paix, c'est complètement orwellien. Ils ont enlevé la possibilité de dire des choses. Et là, on parle de symboles. On peut plus mettre en caricature le pouvoir. Depuis combien de temps on peut voir des caricatures jusque pendant les périodes de royauté où il y avait des mécanismes politiques de mise en scène du pouvoir, de mise en ridicule du pouvoir. Bon, et alors peut-être le mot d'assassin, on pourrait dire mise en danger de personnes, parce que quand même, à un moment, la politique, c'est décider du sort des gens, c'est ça, c'est pas des réformes technocratiques et des batailles de virgule sur Excel, même si, de fait, ils ont tendance à gérer la France comme une entreprise. La question, c'est la vie des gens. 2 ans, c'est une violence. Les accidents du travail qui augmentent dans un quinquennat où il y a des gens qui étaient des spécialistes de la destruction des droits des travailleurs, fusion de CHSCT et des comment je me rappelle le terme m'échappe là, les CSE une transformation des modalités des institutions représentatives du personnel. Oui, ça a des conséquences en fait. Et puis même, je veux dire, comme vous le disiez, il y a eu des débats plus violents. J'ai envie de rappeler à André Chassaigne, regardez juste la séance du 5 décembre 1947. Alors on me dirait la situation grève insurrectionnelle dans le pays, c'est pas la même. Mais Maurice Thorez, qui est un dirigeant communiste auquel le nouveau parti communiste actuel se réfère quand même assez régulièrement, dit vous êtes un gouvernement d'assassins, vous avez du sang sur les mains, c'est la bronca dans l'Assemblée, tout le monde hurle. Et en fait, à chaque fois qu'on rétrécit le domaine acceptable de ce qu'on a le droit de dire, qu'on laisse la bourgeoisie décider de ce qui est violent, ce qui ne l'est pas, et on réduit la capacité de parler. Et donc du coup, mais je suis d'accord avec vous, mais après on parlera des débats parlementaires. Voilà, je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que derrière, vous offrez sur un plateau la possibilité au gouvernement de se victimiser et surtout de dire regardez la LFI, la NUP, etc. Ils sont complètement excessifs, etc. Et vous faites un double cadeau, c'est que de l'autre côté, vous avez qui ? Vous avez les néofascistes du Rassemblement national qui se font les parangons de la vertu, etc. Donc moi, je parle vraiment d'un point de vue stratégique. Non, mais on n'est plus. J'apprécie beaucoup la référence à Thorez et je savais pas du tout ça, mais si vous voulez, c'est plus la même époque et que aussi notre acceptabilité de la violence, notamment verbale, etc. Elle a beaucoup évolué. Et ce que je dis simplement, voilà, c'est n'offrons pas vous avez raison sur le fond, mais n'offrons pas des cadeaux pareils qui en plus permet aux macronistes de faire des heures et des heures sur les matinales là-dessus et on parle plus du fond derrière. Donc voilà. Que stratégiquement peut-être on puisse contester cette idée et dire par exemple que en fait qui sert un plateau, c'est-à-dire on pourrait laisser la bourgeoisie se ridiculiser à crier des cris d'orfraie, verser des larmes de crocodile en permanence alors que plus personne ne croit en leur politique. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est la division. Et ce qui est intéressant, parce qu'on parlait là d'André Chassaigne, c'est d'essayer de comprendre pourquoi des dirigeants de la NUPES sont venus au secours de la bourgeoisie au moment où elle criait. Comment vous l'expliquez justement ? Eh bien justement, je pense que déjà quand on regarde le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, un certain nombre de leurs dirigeants, pas tous, sont venus au secours parce qu'ils tirent leur légitimité de la même classe sociale. Enfin, fondamentalement, ce sont des représentants des cols blancs. Quand ils ont été au gouvernement, ils ont mené la politique de la bourgeoisie, destruction du code du travail, transfert massif d'argent vers le capital, subventions aux entreprises. Bon, alors eux, j'avais pas trop de surprise quand j'ai vu leur réaction parce que, voilà, ils se sentent obligés d'adopter les mêmes codes de la bienséance dont je parlais tout à l'heure. Le PCF, c'est de l'opportunisme. Je pense que c'est de l'opportunisme. Ils ont une stratégie de démarcation claire pendant la présidentielle. Finalement, il faut qu'on fasse autrement que Mélenchon. Donc souvent, on lui tape dessus, on se met à côté. Et ça s'appelle de l'opportunisme, ça. L'opportunisme, c'est-à-dire de jouer contre son camp social. Et je trouve ça déplorable. Et s'il y avait une unité en disant, mais attendez, on laisse pas passer vos larmes de crocodile et vos fausses indignations, alors vous êtes en train de dézinguer nos vies, au lieu d'aller faire des courbettes, d'avoir il y a une standing ovation. Quand toute la Macronie se lève, c'est pas une seconde, il est perturbé par le fait qu'il est applaudi par son adversaire. Ouais, c'est pas bon signe. Voilà. Et... Bon, non mais je vous ai apporté une petite citation si je peux. Bien sûr. C'est une citation de Rosa Luxembourg que j'aime beaucoup, qui dit « Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse, voilà comment se présente la société bourgeoise. Voilà ce qu'elle est. Ce n'est pas lorsque bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l'ordre, de la paix et du droit. C'est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l'humanité, qu'elle se montre nue telle qu'elle est vraiment. Et le but d'une politique, à mon avis, de gauche ancrée, c'est de tout le temps arracher ce masque, arracher les moments où elle se pare d'un masque de bienséance et de bienveillance et de montrer qu'en fait, c'est des politiques qui détruisent nos vies et donc on puisse se permettre quelques violences verbales si on veut vraiment les appeler comme ça.
Effectivement, on vit aussi une époque où la violence sociale et symbolique sont beaucoup moins tolérées, beaucoup plus tolérées, que les violences verbales. On doit vraiment avancer donc sur les débats parlementaires. Alors à l'heure actuelle, on n'est toujours pas sûr que l'article 7 du projet de loi de réforme sera voté. Je rappelle que cet article 7, c'est l'article phare du projet de loi, celui qui fait passer la réforme des retraites à 64 ans. La stratégie dite d'obstruction parlementaire de la gauche a été vivement critiquée par la majorité et par les syndicats CGT, CFDT en tête. On écoute le très institutionnel Laurent Berger. On aurait dit le plateau d'Hanouna, quoi. Voilà, c'est l'Assemblée nationale, ça mérite de la dignité. On est dans la représentation du peuple. Et vous avez un problème, je veux dire, c'est une partie de la gauche. Pourquoi ça me poserait un problème à moi ? La France insoumise, parce que dans un combat contre la réforme des retraites, vous avez quand même une partie des acteurs, donc en l'occurrence la France insoumise, qui vous fait défaut quelque part. Ah ben je crois que ce qui se passe à l'Assemblée nationale ne sert pas, mais je ne suis pas le seul à le penser, ne sert pas ce qu'on est en train de faire dans la rue, bien sûr. Moi, c'est pour ça que je pose comme ambition, et Philippe Martinez aussi, et d'autres aussi, qu'à minima, l'article 7 soit en débat à l'Assemblée nationale cette semaine. Alors Mathieu Slama, qui a raison contre la NUPES et les syndicats ? Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que... Je redis encore, je trouve que c'est incroyable que sur un texte aussi grave, aussi important, il ne puisse pas y avoir des débats beaucoup plus longs, et puis d'autre part, qu'on soit obligé de retirer des amendements pour qu'on arrive à ce fameux article 7. Ça, je trouve ça, et je pense que la majorité de Français ne se comprennent pas. Enfin, je veux dire, c'est absolument aberrant, un texte aussi important, que les parlementaires soient obligés, pour arriver à cet article 7, on va devoir enlever des amendements, etc., dont certains peut-être étaient intéressants, j'en sais rien. Donc là-dessus, je trouve qu'il y a une violence faite au travail parlementaire. Moi, c'est plutôt ça le sujet, je pense, qui est grave dans cette histoire. Ensuite, il y a la question des motions de référendaire, je ne sais pas quoi, notamment que le Rassemblement national a reposé. Et pareil, ça fait perdre du temps et ça retarde le vote de ce fameux article 7. Donc encore une fois, il y a ce sujet qui est de se dire le RN nous fait perdre du temps. Ils savent très bien que la gauche va certainement pas voter avec eux une motion référendaire qui en plus, je crois, précise la préférence nationale dedans ou un truc comme ça. Donc enfin bref, voilà. Et puis aucun vote ne peut aller à l'extrême droite. Donc disons que le problème, c'est que le travail parlementaire est extrêmement violenté, quoi. Il est extrêmement bousculé. Donc partant de là, la question, c'est l'enjeu, je crois, c'est d'arriver à cet article 7 et d'espérer un vote qui serait défavorable. Alors je sais pas, moi je sais pas si c'est envisageable quoi que ce soit. Donc il y a eu l'article 2 là qui est tombé parce que la droite, mais je pense que c'est plus un coup stratégique de la droite au sens de montrer un peu les crocs par rapport à la majorité et dire on n'est pas à vos larbins et on vous montre quand même qu'on est capable de mettre un rapport de force. Mais bon, j'ai l'impression que la droite va... Alors, il y a quelques voix dissidentes, je crois, comment il s'appelle Pradier, Aurélien Pradier, voilà, qui refuse de voter cet article 7 et les 2 ans de plus, en tout cas en l'état. Mais bon, voilà, j'ai l'impression que ça risque d'être voté, quoi. Donc évidemment, c'est vrai qu'on se dit, à quoi bon ce travail parlementaire, puisque au final, ça va aboutir à un vote. Et puis après, ça ira au Sénat. Le Sénat est de droite, donc là-dessus, le Sénat peut empirer le texte. Donc voilà, ça sera à surveiller. Donc encore une fois, là-dessus, sur le travail parlementaire, moi, je suis assez circonspect, quoi. En tout cas, une volonté d'affaiblir ce rapport de force au sein de l'hémicycle, avec cette volonté de la majorité relative de diviser le front contre la réforme des retraites en insistant sur les divergences entre les syndicats et la NUPES, à l'image d'Aurore Berger qui a déclaré ce matin sur France Inter ce qu'on voit depuis le début, c'est que les syndicats sont plus responsables que leurs représentants à l'Assemblée nationale. Ça vous inspire quoi, Paul Hellec, cette tentative de division ? Je pense que c'est c'est de bonne guerre entre guillemets. Ils essayent de diviser là où ils essayent de trouver des fractures. Ce qui est intéressant quand l'intervention là de Laurent Berger, c'est qu'il a dit mais la représentation nationale. C'est marrant
marrant qu'on dise représentation nationale et qu'on se demande que les gens ne soient pas à l'image du pays. Le pays, il est énervé, on l'a dit, les gens sont excédés, ils sont vraiment à cran, et par contre, il faut avoir un débat qui se fasse très calmement, à voix basse, et puis voilà, tous en costard-cravate, ils ont refait le coup sur la façon dont il faut s'habiller dans l'hémicycle. C'est normal, des gens très calmes et prêts à voter n'importe quoi, quand la majorité sont des porte-serviettes de la bourgeoisie, c'est normal. Quand il y a des gens énervés qui représentent le pays, ça peut pas se passer comme ça. Et deuxièmement, sur cette question stratégique, effectivement, on va encore dire que je suis l'avocat de Jean-Luc Mélenchon, mais tout à l'heure, face au retrait des amendements par les communistes, il a dit quel est votre projet ? Vous voulez que perdre tout de suite ? Parce que moi, je n'ai aucune crainte, entre guillemets, que sur le fait que la majorité ne trouve pas ses voix à droite pour pouvoir faire voter cet article. Donc, les syndicats, certains disent c'est pour pouvoir voir qui aura voté. Je vous le dis, les Républicains, à la marge, il y en aura peut-être 2-3 qui ne feront pas, et la République en marche. On le sait, ils vont le faire. Quand ils vont siffler la fin de la retraite, tout le monde va rentrer au bercail. Donc, la question de montrer que la responsabilité vient de la part du gouvernement, que c'est eux qui font du coup de force permanent parlementaire, 47.1, 49.3, et on en passe, et qui, à chaque fois, sur toutes les procédures, ça devient de plus en plus technique. On apprend des nouveaux articles sur les plateaux de télé, parce que c'est des spécialistes du coup de force permanent au niveau du Parlement. Et surtout, moi, je vous rejoins, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui est particulièrement grave, exaspérant, et qui mériterait peut-être une assemblée encore plus éruptive, c'est qu'en fait, on se rend compte, là, depuis quelques semaines, que en fait, cette réforme a été fondée sur 2 très très graves approximations au mieux et au pire des très très graves mensonges. Parce que le premier argument de cette réforme, c'était quand même le fait que les dépenses des retraites étaient en faillite totale, que ça allait être le déficit total, etc. Le président du Conseil d'orientation des retraites, donc, a dit que non, il n'y avait pas de trajectoire gravissime. Donc déjà, ce premier argument, il est tombé assez rapidement. Et maintenant, on apprend quoi ? Que le seul argument, un tant soit peu progressiste, de cette réforme, donc les fameux 1200 €. Alors moi, j'ai rien compris, je comprends plus rien, moi, mais ce que je comprends, c'est que les 1200 € au départ pour tous les Français, ensuite pour quelques millions de Français, après pour quelques centaines de milliers de Français, et maintenant pour quelques dizaines de milliers, voilà. En fait, c'est faux. Donc, c'est-à-dire que cette réforme est vendue aux parlementaires et aux Français sur le fondement de très graves approximations et peut-être même de mensonges. Et alors ça c'est inédit aussi dans notre histoire récente. On n'a jamais vu un texte d'une telle importance avec une telle, une telle nonchalance, je m'en foutisme. Enfin, je ne sais pas quel est le terme utilisé, tellement c'est grave. Donc, forcément, face à ça, vous avez une représentation nationale, et puis des Français qui sont en colère. Donc c'est ça le problème fondamental de cette réforme. Le problème derrière, encore une fois, et je reviens à ce que je disais, c'est que en axant le débat sur les députés qui se comportent mal, etc., à la limite, il y a certaines discussions médiatiques qui s'imposent. Voilà. Et je pense qu'il y a un enjeu quand même derrière, je le répète, pour la gauche notamment, qui peut être la grande gagnante, encore une fois, de ce qui se passe actuellement. Vraiment, je veux dire que concrètement, 80% des Français sont derrière elle, potentiellement là sur cette réforme. Donc ça peut être, je pense vraiment que cette réforme c'est quelque chose qui peut nous donner plein d'espoir pour 2027. Et moi mon inquiétude c'est l'extrême droite. C'est même plus Macron maintenant. C'est le RN, etc. Donc je me dis juste pour ça. Je veux dire, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Tant pis s'il faut rentrer dans cette logique un peu bourgeoise, de la bienséance, etc. Mais je pense que les enjeux sont trop importants, et y compris du point de vue démocratique, puisqu'encore une fois, on peut basculer en 2027 vers l'extrême droite, et alors là, c'est plus Macron de problème. Là, on aura d'autres problèmes encore plus graves. Donc voilà, c'est juste ça, je dis, d'un point de vue stratégique. Peut-être que les gens ne sont pas dupes non plus de ces tactiques et de ces des fausses indignations. Je remarque d'ailleurs que la gauche a repris du poil de la bête, on va dire, dans la dernière séquence des dernières 15 ans, en radicalisant justement une gauche ou un électorat de gauche qui avait voté pour une gauche qui s'était perdue, et que peut-être les gens ne sont pas dupes, et que je remarque que ça choque souvent les gens qui sont de gauche mais qui veulent le dire à voix basse. Et c'est pas mon projet en tout cas. En tout cas, du côté du Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen a déposé une motion de censure. Je vous propose d'écouter le député d'extrême droite du Nord, Sébastien Chenu. Il reste 13 800 heures
amendements à débattre. 13 800 amendements à débattre. Au rythme actuel, nous débattons de 12 amendements à l'heure, c'est-à-dire qu'on a besoin de 1150 heures de débat. C'est le choix du gouvernement, il reste quelques jours de débat, il reste 2 jours ici à l'Assemblée nationale, et même si tous les opposants retirent leurs amendements, il en restera 309 de la majorité. Il est donc impossible de débattre de la réforme des retraites dans ces conditions. Aussi, à l'initiative de Marine Le Pen, du groupe Rassemblement National, nous avons déposé une motion de censure spontanée, comme l'article 49.2 de la Constitution nous le permet. Ainsi, et pour l'ensemble des députés, le seul moyen de s'opposer à cette réforme des retraites sera de voter cette motion de censure. Et je demande 5 minutes de suspension de séance. Bon, cette motion de censure offre une manière pour le RN d'exister. D'ailleurs, on regarde Sandrine Rousseau, députée de la NUPS, qui refuse de voter la motion déposée par le RN. Une motion de censure, ça se dépose après un texte. Et que là, en l'occurrence, ça prend du temps de débat alors qu'on n'en a déjà pas. Nous, on a retiré des amendements, eux n'en ont retiré aucun. Et surtout, on voit qu'à la fin, eux-mêmes ne veulent pas aller jusqu'à l'article 7. Et par ailleurs, j'alerte le RN pour dire que si on sort de cette séquence avec une motion de censure rejetée et un gouvernement renforcé, je vois pas vraiment l'intérêt. Et ça renforce l'idée que j'ai du rôle du RN dans cette Assemblée, c'est de jouer vraiment les idiots utiles de Renaissance. Bravo, bravo le RN. Alors, Sandrine Rousseau, est-ce qu'elle a raison de refuser de joindre sa voix à celle du Rassemblement national, même si pour le coup, il s'agit de faire tomber le gouvernement, Paul Hellec? On en discutait un peu la semaine dernière. Oui, je pense qu'elle a raison de dire nous ne voterons pas avec le Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a une bataille, une fracture sur le pays, une fracture du pays entre deux camps très clairement tranchés, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les Français contre le gouvernement, contre le président de la République. La question de qui peut revendiquer le non au gouvernement, le projet alternatif, elle est centrale. Et en fait, on ne peut pas donner le point à une fausse opposition. C'est des intermittents de l'opposition à l'Assemblée. Une fois on vote pour, une fois on fait semblant de voter contre. Et en plus, voilà, même dans des moments où effectivement l'alignement à 80% fait qu'il y a très probablement des bases populaires du Rassemblement national qui sont contre cette réforme parce qu'ils sont aussi dans des conditions de travail et ils vont en souffrir. La vraie question, c'est qu'on retiendra le nom, est-ce que c'était un nom de gauche ou un nom de droite ? C'est ce que disait aussi tout à l'heure Elsa Marcel, je crois, sur la mobilisation dans le pays. Je redonnais l'exemple, en 2005, le nom, c'était un nom anti-libéral de gauche, parce que c'est eux qui avaient gagné la bataille de c'est qui a le leadership, qui a la direction intellectuelle et morale de la société. Donc là, il ne faut pas voter. Et par contre, c'est un coup de tactique très intelligent de leur part, parce qu'ils veulent rejouer la fracture, leur dire, vous avez voté au deuxième tour contre Macron, contre Marine Le Pen. Et bon, il y a juste une limite, je m'arrêterai là-dessus, c'est qu'il y a une limite quand même, c'est le fait que les électorats du Rassemblement national et de notre camp social ne sont pas des électorats qui se transfèrent finalement très très fortement. En 20 ans, on a des très faibles transferts. Les transferts électoraux se font plutôt de proche en proche entre options idéologiques proches. Et donc, du coup, ce jeu-là peut jouer à la marge sur certaines populations, mais je ne crois pas que ça peut marcher à long terme pour grappiller les espaces électoraux et sociaux. Mathieu Slama, j'imagine que pour vous aussi, c'est non. La gauche ne doit pas signer cette motion de censure. Moi, j'ajoute un point, c'est que il est hors de question que la gauche puisse à un quelconque moment voter quelque chose qui vient de l'extrême droite. Et ça, je pense que c'est très important, ce côté non négociable absolu. Vraiment cette ligne absolument infranchissable. L'extrême droite, c'est le danger suprême. Je veux dire, pour moi, l'extrême droite est bien plus dangereuse que Macron. Je veux dire, c'est important aussi de se dire que tout ce qui peut contribuer à normaliser, sachant qu'il a été tellement normalisé, moi je vous avoue que voir donc Sébastien Chenu à la présidence de l'Assemblée nationale, personne n'a commenté ça, le voir à la présidence, faire l'arbitre des élégances, etc., c'est révoltant. Enfin, je veux dire, c'est d'une violence, et je pense que pour un certain nombre de Français, c'est absolument à vomir. Donc, on est encore une fois dans un enjeu où l'extrême droite n'a jamais été aussi normalisée, ces thèmes n'ont jamais été aussi banalisés à cause de Macron, d'ailleurs, qui a banalisé les thèmes du Rassemblement national comme personne avant lui. Donc, je pense que là, cet enjeu-là, il est majeur, c'est de rien, on n'a rien à voir avec eux, il faut que ça soit très clair. Et puis d'autre part, depuis quand le RN s'intéresse aux retraites ? Depuis quand l'extrême droite s'intéresse à la question des retraites ? Est-ce qu'on a dans l'histoire, l'extrême droite se fiche de la question sociale. Pour eux, c'est juste un argument électoral pour parler à un électorat dont ils captent la colère et dont ils détournent la colère pour parler d'immigration, d'islam, des étrangers, etc. Donc là-dessus, il y a vigilance absolue et non négociation. Enfin voilà quoi. En tout cas, aujourd'hui, ils essaient d'incarner cette question sociale, Paul Hellec. Non, mais déjà la vice-présidence, les deux vice-présidents
présidences ont été données grâce aux voix des macronistes. Et c'est là aussi où, là, il n'y a personne qui a fait son travail dans le journal mainstream pour dire, attendez, ils disent toujours les extrêmes se rejoignent, mais là, c'est le soutien des macronistes. On n'a pas beaucoup chroniqué sur les plateaux. Bon, le monde, là, quand même. Le monde, un peu, voilà, sur le côté. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que sur ce genre de sujet, on est toujours perdant. Quand ils mentent, quand ils dissimulent, quand ils font des coups fourrés, quand ils donnent la main et du pouvoir, y compris symbolique, au Rassemblement national, et quand ils font des trucs dégueulasses, non, mais surtout, on a du mal à l'imposer. Et c'est pour ça que on peut pas rentrer dans un jeu d'égal à égal sur qu'est-ce qu'on peut imposer comme thématique médiatique. Et par contre, vous avez raison sur la nécessité absolue de maintenir une barrière, ok. Et surtout, pour ajouter juste en une phrase vraiment, qu'est-ce que dit le Rassemblement national ? Ils disent il faut faire plus d'enfants. Donc il faut fabriquer. Alors c'est Sébastien, je crois fabriquer que les travailleurs. Je préfère fabriquer les travailleurs français qu'importer les travailleurs. Donc on a le natalisme fascisant, on a cette espèce de marchandisation des corps, enfin les corps qui deviennent des instruments de natalité pour la richesse, pour produire de la richesse, etc. Enfin c'est effrayant. Et puis avec en plus le racisme, c'est-à-dire on veut pas des travailleurs étrangers, etc. Donc enfin, vraiment, ces gens-là n'ont rien à voir avec le mouvement social. D'ailleurs, ils sont pas les bienvenus dans les cortèges. Donc ils sont pas dans la rue parce qu'on veut pas d'eux. Voilà, donc je veux dire, la question pour moi, elle est réglée. Enfin, voilà. Et puis sur ce côté faussement social, effectivement, ils en jouent. Une espèce de sorte de social chauvinisme. En fait, on vous promet de ne pas vous promettre beaucoup de choses comme la gauche, d'augmentation de salaire, de droits, mais on vous dit vous serez pas les derniers parce que les derniers, ça sera les Arabes et les Noirs. En gros, c'est ça le programme social du Rassemblement national. Et d'ailleurs, sur la retraite, en 10 ans, je pense qu'ils ont changé 3, 4, 5 fois de position. Il faudrait regarder, mais un jour, ils disent 62, 64, 60, 61, on ne sait plus. Et en fait, à la fin, on sait que c'est de l'esbrouf parce que c'est des sujets, effectivement, qui ne sont ni leur sujet historique, ni leur sujet d'intérêt. Et que c'est vraiment opportuniste également. Et donc, finalement, est-ce que ce jeu de dupes, là, ne profiterait pas aux Républicains qui se poseraient en faiseurs de roi et seraient capables de faire pencher la balance d'un côté plutôt ou de l'autre ? Les Républicains sont... En fait, c'est très intéressant parce que cette réforme des retraites, c'est une réforme philosophiquement, éthiquement de droite. Enfin, je veux dire, c'est le rêve de la droite de faire bosser les gens jusqu'à la mort. Enfin, je veux dire, j'exagère un peu, mais voilà. Mais je veux dire, c'est leur projet historique. Le travail, la valeur travail, c'est une valeur de droite. Le fait de dire le fameux, les Français bossent pas assez. Enfin, donc cette réforme des retraites, c'est une réforme de droite. Emmanuel Macron est de droite. Enfin, je veux dire, tout ça. Et voilà. Donc les Républicains, simplement, ils sont emmerdés parce que ils voudraient être une force potentiellement alternative. Voilà, mais en réalité, ils sont d'accord sur tout avec Emmanuel Macron. Donc, au contraire, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, même si je vois très bien ce que vous voulez dire, mais moi, je dirais plutôt que ça met à nu leur accointance fondamentale avec le macronisme. Et voilà, quand Éric Ciotti dit « Oh là là, on est des opposants, mais il faut aussi qu'on soit cohérent », et bon, voilà, ils ne savent pas comment se sortir. Donc, je pense que les Républicains, c'est le même électorat qu'Emmanuel Macron, c'est la même chose, c'est les mêmes mesures. Donc, voilà, ça met juste à nu quelque chose qu'on sait, quoi. Voilà. Les Républicains ne sortent pas de leur schizophrénie entre existence, nécessité de survivre, nécessité d'incarner le programme de la classe dirigeante comme ils l'ont fait, en étant des représentants particuliers de la classe dirigeante. On voit bien que les macronistes, les start-upers, les nouveaux, ils représentent pas les mêmes intellectuels, on va dire, organiques du capitalisme que à représenter la belle notabilité traditionnelle des Républicains. Donc c'est une guerre, c'est une reconfiguration à l'intérieur de la classe dirigeante qui s'est passée, et ils sont effectivement dans un schizophrénisme entre nécessité d'existence et accord idéologique. Ils sont d'accord idéologiquement et ils n'arrivent pas à exister à cause de ça. Et en plus de ça, il y a la tenaille terrible pour eux entre Rassemblement national et et de l'autre côté Renaissance et toutes ces petites factions avec celle de Horizon, Édouard Philippe, etc. Donc la question c'est l'après Macron, puisqu'effectivement il veut être le réformateur et sortir en Thatcher. Toutes les recompositions qui ont été commencées au sein du camp de la droite et des bases sociales, elles vont bouger. Et ça vraiment, celui qui gagne, il reconfigurera. Est-ce que c'est Édouard Philippe qui continue le chemin de la Macronie et il absent encore des Républicains, ou est-ce qu'il y a vraiment un split et on va avoir des gens qui vont rejoindre le Rassemblement national comme Mariani et d'autres qui sont allés là où en fait ils auraient dû être dès le départ. C'est un jeu ouvert et pour l'instant je ne les vois pas même dans la période, surtout que sur l'article 2 s'ils votent contre, c'est aussi parce que le MEDEF est contre, même s'il n'y avait pas l'article 2 c'était sur l'index senior, même s'il n'y avait pas en vérité de contraintes pour les entreprises, mais le patronat était effrayé, pareil, indigné pour une mesure qui n'a aucune contrainte, parce que pour eux, dès qu'il y a un petit truc qui bouge à la marge, ils sont dans une voie de radicalisation. Ils ne veulent plus rien accepter. Ça fait 20 ans que c'est comme ça, quoi.
En tout cas, messieurs, vous le savez, les débats vont s'arrêter à minuit vendredi avant transmission au Sénat. Alors, qu'est-ce qui pourrait encore se passer d'ici demain soir à l'Assemblée nationale, Mathieu Slama? Il reste, oui. C'est tellement court. Moi, je sais pas. Je pense qu'en effet, en tout cas, la gauche a l'air assez prête à faire enlever un maximum d'amendements pour arriver au vote de ce fameux article. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai que, encore une fois, quelle honte de laisser aussi peu de temps au débat parlementaire. Surtout que, voilà, finalement. Encore une fois, c'est un texte qui est présenté tel quel, quasiment aucun débat possible à avoir ou quoi que ce soit. Donc, j'avoue, il n'y a pas grand-chose à attendre. Si pour répondre juste à votre question plus clairement, moi, j'attends pas grand-chose de ces débats. Maintenant, la question, ça va être évidemment après ce dont on parlait précédemment, mais c'est parallèlement au débat parlementaire qui va continuer après le Sénat, etc. C'est comment ça se passe dans la rue et comment ça prend forme dans les prochaines semaines. Bon, clairement, tout à l'heure, le député insoumis Adrien Clouet disait qu'ils étaient les maîtres du temps parce que c'est eux qui n'ont pas retiré leurs amendements et ils peuvent les retirer encore, on peut les retirer quand on veut. En fait, j'ai pas regardé l'agenda parlementaire, mais je sais que l'article 49-2, qui est donc la motion de censure spontanée, fait que je crois que c'est dans les 48 heures après le dépôt que ça doit être vite examiné. Donc, il faudrait regarder comment ça tombe, etc. Du coup, il faudrait regarder exactement comment ça tombe. Là, je l'ai pas fait. Donc bon, peut-être que ça va vraiment clôturer et mettre fin, comme le disait Sandrine Rousseau, ou peut-être pas, peut-être que ça sera juste après, je ne sais pas. Je pense que vous avez raison. La question, c'est en fait, rendez-vous le 7 mars. C'est là où ça se joue. C'est une bonne conclusion. Merci, rendez-vous le 7 mars. Merci beaucoup, Mathieu Slama. Je rappelle que vous êtes essayiste, auteur de Adieu la liberté, qui est édité aux presses de la Cité. Et vous êtes également enseignant au CELSA et Paul Hellec, doctorant en sociologie et analyste politique. Merci également à vous, derrière vos écrans, de nous avoir suivis.